le président de la République s'exprime sur BFM Marseille-Provence. Un mot d'abord sur votre présence ici. Récemment, il était affirmé que l'État était en train de perdre la guerre contre les trafiquants. Est-ce que c'est pour démentir cette affirmation? Mais résolument. Résolument. C'est pour ça que je suis là. D'abord avec le ministre de l'Intérieur des Outre-mer et le garde des Sceaux, l'ensemble de nos services. Et je remercie les élus d'être à nos côtés ce matin. Tant en effet, la ville, la métropole, le département et la région sont aussi mobilisés dans cette action aux côtés de l'État. Nous sommes à la bataille. Et on n'a pas attendu d'ailleurs ces derniers mois. Et c'est pour ça que je ne saurais, pour ma part, céder à aucun discours de défaite. La situation, elle est très difficile. Elle est très difficile à Marseille, comme dans beaucoup de villes. Malheureusement, de plus en plus de villes, y compris de villes moyennes, comme elle est d'ailleurs difficile dans beaucoup de villes d'Europe et du monde. La drogue est un fléau mondial. Le narcotrafic est un fléau qui est croissant. On le voit aux États-Unis d'Amérique. On voit par exemple la crise que nous vivons à Haïti aujourd'hui, qui est le fait de narcotrafiquants. On voit aussi ce que plusieurs autres pays européens ont eu à subir de mafias, de criminalité liée à la drogue, qui ont menacé jusqu'aux plus hautes autorités. Et donc, oui, la drogue est notre ennemi, nous l'avons dit dès le début, avec beaucoup de fermeté, et nous ferons tout pour lutter contre avec efficacité. Dès 2018, nous avons créé l'OFAS, c'est-à-dire une nouvelle organisation de l'État pour lutter contre ces trafics, et nous avons accru les moyens partout sur les territoires pour justement nous organiser. Alors à Marseille, ça s'est traduit par une action que nous avons lancée ces dernières années et intensifiée, très claire. Et la ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur a eu l'occasion d'y revenir récemment et de dire avec beaucoup de force l'importance de cette action. D'abord, nous avons réinvesti, c'est plus de 600 postes des forces de sécurité intérieure qui se sont mobilisés ces dernières années, qui ont été rajoutés aux effectifs. On a créé plus d'une cinquantaine de postes de magistrats, plus de 70 postes de greffiers. Et donc il y a eu un investissement historique de la nation aux côtés des Marseillaises et des Marseillais et de tout le ressort des Bouches-du-Rhône pour, comme partout d'ailleurs sur le territoire, mais encore plus ici, réussir à avoir une action plus forte et résolue. On a eu des résultats. C'est toute la stratégie des dernières années qui a consisté à pilonner les points de deal, à réussir à reconquérir du terrain. Et dans plusieurs quartiers, on a aujourd'hui des points de deal qui ont fondu, qui se sont beaucoup réduits. On a aussi lancé des actions à l'international, c'est tout le rôle de l'OFAST. Et vous l'avez vu ces derniers jours, l'année dernière, on a démantelé des réseaux qui étaient le cœur de la délinquance, de la criminalité marseillaise liée à la drogue. Avec l'année dernière, l'aide de l'Algérie, avec l'aide ces dernières semaines de l'Espagne et ces derniers jours avec l'aide du Maroc qui nous a permis de mettre la main sur une des têtes de réseau. Donc nous agissons. Ce qu'on a voulu faire, c'est ce que j'ai annoncé le 16 janvier dernier, c'est maintenant systématiser des opérations place nette où on concentre beaucoup de moyens pour avoir des résultats supplémentaires ou aller au bout de ce travail. Et donc en s'appuyant sur tout ce qu'on a fait, on a lancé plusieurs opérations place nette à Marseille. Et là, c'est la première d'une série d'une dizaine d'opérations de place nette appelées XXL, qui ont été préparés par le ministre et qui ont permis justement de lancer dès hier ce travail inédit. Et il consiste en quoi? D'abord, on a préjudiciarisé beaucoup de dossiers, c'est-à-dire en s'appuyant sur le travail de fond qui est mené depuis des années. On a identifié les cas qui étaient connus, les gens dont on connaît, dont on sait qui rendent la vie impossible justement à un quartier, des têtes de réseau à leurs relais les plus locaux. Donc préjudiciarisation pendant des semaines, ce qui est un très gros travail entre justement les services du garde des Sceaux et du ministère de l'Intérieur. Une fois identifiés, nous avons mobilisé les forces. Vous avez près de 900 forces de police, de gendarmerie et de douaniers qui sont déployées depuis hier sur Marseille et qui pendant des semaines vont justement pilonner le territoire pour lutter contre ces dealers, ces trafiquants, ces réseaux de criminalité, ces tueurs, ces trafiquants de voitures, parce que ce sont tous ces trafics qui sont liés et qui sont au cœur des affaires qui ont été identifiées. Donc pendant plusieurs semaines, nous irons ainsi au travail et au contact. Depuis hier, il y a déjà plus de 82 interpellations, une soixantaine de gardes à vue, avec justement des personnes qui étaient visées, qui sont, on le sait, des criminels très dangereux et des gens qui nourrissaient la délinquance marseillaise. Et donc c'est ce travail qu'on va poursuivre. On va le poursuivre pendant plusieurs semaines à Marseille. On va aussi ensuite le lancer dans une dizaine de villes, métropoles ou villes intermédiaires, et il va venir s'appuyer sur tout le travail qu'on a systématisé à travers le territoire. L'objectif, c'est rendre la vie des trafiquants
des dealers, de toute la criminalité qui les accompagne, impossible. Parce que justement, il n'y a pas de discours de défaite. Parce qu'on n'a pas le droit d'avoir un discours de défaite. La nation a investi de manière inédite des moyens, des postes, une organisation. Il y a un travail remarquable qui a été fait par toutes les équipes. Et je veux vraiment saluer ici nos policiers, nos gendarmes, l'ensemble des composantes de la police qui sont impliquées, nos douaniers, remercier aussi nos magistrats, nos greffiers, l'ensemble des services judiciaires qui ont été tous impliqués, ont travaillé main dans la main pendant des semaines et qui vont pendant des semaines déployer cette action sur le territoire. Tout ça va se suivre d'une série d'actions très fortes dans d'autres villes. Ça sera relayé ensuite par notre travail permanent qu'on a sur Marseille et dans les Bouches-du-Rhône. Et puis on va prendre de nouveaux dispositifs pour aller jusqu'au bout. Rendre la vie impossible aux consommateurs, rendre la vie impossible aux familles des plus jeunes qui servent de guetteurs ou autres et qui sont aussi des victimes de ces trafics. Et je le dis ici dans une ville qui l'année dernière a connu 49 crimes liés au trafic de drogue, avec plusieurs cas qui sont des femmes et des hommes qui n'avaient rien à voir avec le trafic de drogue et qui ont été des victimes, avec des familles entières qui ont été ravagées. Je pense à la jeune Sokaina, mais je pourrais penser à beaucoup d'autres familles à cause de la drogue. Et c'est un fléau terrible, donc on n'y cédera rien. Quand vous évoquez rendre la vie impossible aux familles de guetteurs, est-ce que ça peut aller jusqu'à suspension de certaines aides sociales par exemple ? Ça veut dire qu'on est en train de travailler justement pour d'abord intervenir beaucoup plus rapidement et en effet maintenant mettre les familles devant leurs responsabilités. Et donc il y a tout un processus qu'on est en train de mettre en place. Il y a des cas où vous avez des familles, souvent d'ailleurs des mamans seules qui sont totalement débordées. Là, il faut les aider, les accompagner. Mais il faut que les jeunes qui sont dans ces situations, parfois, on les sorte aussi du territoire, qu'on puisse les mettre dans des systèmes éducatifs adaptés, peut-être les mettre en internat pendant 6 ans, pendant une année scolaire. Mais qu'on aide de manière rigoureuse ces familles. Après, il y a des familles qui connaissent le cas, qui ferment les yeux, qui en quelque sorte s'en contentent. À ce moment-là, il faut être plus dur. Accompagner, responsabiliser, dans certains cas sanctionner. Mais on ne peut pas continuer à avoir la situation qui est celle que nous connaissons sur le territoire, parce que ça rend la vie de quartier impossible, parce que vous avez ici 98% des femmes et des hommes de leur famille qui sont des victimes de ce trafic, et les jeunes qui sont embarqués dans le rôle de guetteur ou les tâches les plus ingrates, souvent les plus risquées, sont eux-mêmes des victimes des trafiquants. C'est aussi pour ça qu'il faut les en sortir. Ce que font nos services de police quand ils arrivent à les identifier et qui font vraiment un travail, je dirais aussi quasiment de réinsertion sociale bien souvent. Mais il faut qu'on ait une approche beaucoup plus systématique. Quand vous êtes venu à Marseille en juin dernier, vous avez interrogé sur Naël, tué par un tir d'un policier à Nanterre, des débordements à la suite. Mercredi à la Courneuve, à Aubervilliers, il y a un jeune qui s'est fait percuter par un véhicule de police qui est mort. Des débordements aussi sont suivis, des dégradations et tirs de mortier sur le commissariat de la Courneuve. Est-ce que vous liez ces deux événements ? Est-ce que vous craignez une escalade ? Non, je ne les lis pas. Vous savez, j'ai une approche qui est extrêmement simple en la matière. D'abord, nos forces de sécurité intérieure font un travail remarquable. Elles sont au service de la loi de la République. Et je le dis aussi parce que j'entends souvent une espèce de récit qui consisterait à renvoyer faction contre faction, camp contre camp. Non, il n'y a qu'un camp, celui de la République, enfin un seul qui est légitime. Après, il y a des gens qui sont des trafiquants, il y a des gens qui sont des délinquants. Mais nos forces de sécurité, ce sont des femmes et des hommes qui s'engagent au service de la République. Ils font ce travail exemplaire, jour et nuit, pour justement lutter contre la drogue et les trafics et nous protéger. Quand il y a des actions qui ne répondent pas à la déontologie. Vous avez été interpellé là-dessus. Mais je vous le dis, à chaque fois, la réponse, elle est implacable. Et mon soutien s'accompagne aussi, comme l'a mis en place le ministre, d'une très grande rigueur sur le respect des règles de déontologie. On a réformé les inspections, on y a mis des personnalités issues justement de la magistrature, on a créé un système de transparence des rapports, et ensuite, justement, les forces de sécurité qui peuvent être incriminées dans ces affaires sont déférées à la justice. Il faut que la justice puisse faire son travail aussi de manière la plus apaisée possible. Donc il n'y a pas de complaisance, il y a de la transparence, de la rigueur et de la rigueur absolue sur les règles de déontologie. Après, il n'y a rien qui justifie de brûler un commissariat, de brûler une mairie, de brûler une bibliothèque, de brûler un terrain de sport qui vient d'être construit. Tout ça, c'est absurde et c'est en quelque sorte beaucoup de gens aussi qui derrière attisent la colère. Donc là aussi, on sera intraitable sur ce point-là. Voilà le seul ordre républicain auquel je crois.
Monsieur le Président, à la suite de vos propos sur l'Ukraine, apparemment plusieurs jeunes vous ont demandé si on pouvait avoir la guerre en France, s'inquiètent de cette perspective. La peur quand même s'est beaucoup répandue au sein de l'opinion en France. Qu'est-ce que vous leur répondez? D'abord, je pense que c'est normal. Et je pense que c'est avant de sortir qu'il y ait ces questions. Et qu'il y ait une prise de conscience, voilà, en particulier dans notre jeunesse. Et je pense que c'est important que notre jeunesse d'abord mesure ce qu'est le conflit en Ukraine. Une guerre d'agression lancée par la Russie contre un pays qui a pris une partie de son territoire, qui est à 1500 km de nos frontières. C'est très peu. Et je pense que cette prise de conscience, elle était... Voilà Emmanuel Macron qui s'est donc exprimé sur la situation marseillaise et qui parle maintenant de la situation internationale, le conflit ukrainien qui nous intéresse un petit peu moins, puisque évidemment nous allons nous concentrer sur le local, ce qu'il se passe. 600 policiers supplémentaires, 50 magistrats et 70 greffiers, ça c'est ce qui a été apporté à Marseille en termes d'aide judiciaire et policière. Emmanuel Macron qui a déclaré, je cite, rendre la vie impossible aux clients et aux familles de guetteurs. C'est les propos qu'on va retenir un petit peu. Il a, bien sûr, on va parler de tout ce qu'il a dit. C'est une phrase qui va rester. Comment vous prenez cette phrase, Kauter? Moi, je prends cette phrase. Moi, déjà, je ne voudrais pas qu'on stigmatise des familles de guetteurs, parce que bien souvent, et dans la très très grande majorité des cas, parce que nous les accompagnons, enfin moi, en ce qui me concerne, des éducateurs de rue avec lesquels je travaille encore, ou qui me sollicitent lorsqu'ils ont des problèmes de traduction notamment, ou qu'il y a un manque de solution, il faut savoir que, premièrement, il y en a marre de cette stigmatisation des familles monoparentales. J'en suis issue, j'en suis une aujourd'hui. Il y en a des centaines autour de moi et nos enfants ne sont pas des trafiquants et ma famille n'est pas des trafiquants et c'est pareil, je suppose que tu en vois beaucoup toi aussi dans les quartiers. Donc cette stigmatisation des familles monoparentales est absolument insupportable pour elles et pour nous. Ça c'est le premier point. Alors Emmanuel Macron qui, je vous coupe Kauter, reparle de Marseille, on va du coup écouter le président forcément. Alors d'abord, je retournerai aussi à Bassins, et ce n'est pas des discours au cas par cas qui me permettraient d'avoir un avis tranché. Il y a des gens qui m'ont remercié de l'engagement et des visites régulières. Il y a d'autres gens qui m'ont dit, moi ma vie n'a pas changé suffisamment. Donc je regarde avec beaucoup de lucidité ce qu'on fait. Je sais que l'engagement de l'État à Marseille est inédit. Ce qu'on fait avec Marseille en grand, c'est un projet inédit d'abord en montant. Je prends un exemple, c'est la ville où il y a le plus d'opérations de rénovation urbaine et où l'ANRU est le plus mobilisé, c'est plus de 600 millions d'euros et il faut l'assumer parce que Marseille en a besoin. Mais inédit aussi en méthode parce que le choix qu'on a fait avec les élus, c'est par exemple sur les écoles, d'accompagner avec une société de projet la reconstruction d'écoles parce que la situation était telle que la ville ne pouvait pas le porter et il fallait l'entendre. Et donc moi j'assume totalement cette méthode à part, ce qu'on fait aussi sur les transports avec la métropole et les moyens qu'on a mis supplémentaires, ce qu'on veut faire sur la sécurité, et c'est l'illustration même de ce que nous portons aujourd'hui, ce qu'on est en train de faire sur le port. Donc j'assume cette méthode, je sais que des choses changent, elles changent par exemple sur l'entrepreneuriat, l'embauche avec les carrefours qu'on a aussi bâtis. C'est toujours trop lent pour des gens qui vivent dans le dénuement, dans la grande difficulté. Et donc mon rôle c'est d'être là pour remercier et féliciter quand les choses avancent, ce que je veux faire aujourd'hui à l'égard de l'ensemble de nos forces, de nos magistrats sur cette opération PlaceNet XXL, et en même temps nous mettre la pression à tous pour que les choses avancent plus vite et que les vies changent. Monsieur le Président, beaucoup d'habitants se préparent de leur inquiétude sur la situation humanitaire à Gaza. J'ai dit la position de la France, et elle est claire depuis le premier jour, qui est la condamnation implacable de l'attaque terroriste du Hamas contre Israël du 7 octobre dernier, la reconnaissance du droit d'Israël à se défendre, la nécessité de respecter le droit international, le droit humanitaire et le droit de la guerre. C'est pourquoi la France est un des premiers pays à avoir demandé avec les pays de la région une trêve humanitaire conduisant au cessez-le-feu puis un cessez-le-feu. Et c'est pourquoi aussi nous avons soigné et sauvé des milliers de vies avec nos déploiements militaires et que nous continuons aussi les largages de médicaments et de nourriture à Gaza. Et troisièmement, la solution politique avec une solution à 2 États. Je crois que cette position est équilibrée. Elle est la seule qui permet de construire dans la durée la paix et la sécurité pour tous. Après, j'ai bien vu ici aussi beaucoup d'indignation, d'angoisse, de détresse quand on voit les images et la situation humanitaire. Et je comprends ça. Et c'est pourquoi nous appelons à le cessez-le-feu. Et je pense que ça ne doit nourrir aucune haine au sein de la République. Je le dis aussi avec la plus grande clarté. Merci. Comment vous faites pour convaincre Benyamin Netanyahou de ne pas lancer cette... D'abord en continuant à aller au contact et à parler.
en expliquant les risques qu'il court, y compris en termes de perception internationale et de capacité à construire la solution politique. Et moi, je crois, je lui ai dit, que si on peut tout à fait, si on partage sa volonté d'éradiquer un groupe terroriste, ça ne saurait justifier, quand on est une démocratie, de telles conséquences humanitaires. Et je pense que ce faisant, ce sont les conditions même de la paix de demain qui sont mises à risque. Et donc, moi, je vais continuer de l'appeler, de faire la pression diplomatique avec d'autres Européens et autres, avec aussi plusieurs pays de la région avec lesquels nous sommes engagés. Et nous avons un travail très étroit avec la Jordanie, l'Égypte, le Qatar et les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite pour mener cette pression et aussi bâtir la solution politique de demain et les coopérations sécuritaires qui permettent de donner des perspectives à Israël de lutter différemment. Après, c'est ce que j'ai dit sur la solution politique. Et après, il y a beaucoup d'idéologie aussi derrière de tous les côtés. Et mon souhait, c'est d'avoir cette position diplomatique qui, je crois, est celle qui correspond à l'histoire de notre pays et à l'intérêt général de la région et du nôtre, et de n'importer en rien ce conflit chez nous. Voilà. En tout cas, je veux remercier vraiment nos forces de sécurité. Félicitations. Merci.